En cet été torride de 1914, l'Europe, ce continent fier de ses progrès scientifiques et de sa paix armée, se tient au bord du précipice. Les grandes puissances, enlisées dans un réseau d'alliances secrètes et de rivalités ancestrales, sont divisées en deux blocs antagonistes. D'un côté, la Triple Entente. La France, encore marquée par la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, s'allie à la Grande-Bretagne, puissance maritime incontestée, et à la Russie impériale, géant slave aux armées immenses mais mal équipées. Ces nations sont unies par une suspicion commune envers l'Allemagne, cette jeune puissance industrielle qui, sous l'égide de Guillaume II, rêve d'hégémonie continentale. De l'autre, la Triple Alliance. L'Allemagne, craignant l'encerclement, l'Autriche-Hongrie, empire multinational fragile, miné par les aspirations nationalistes des Slaves, des Hongrois et des Italiens, et l'Italie, opportuniste, qui guette des gains territoriaux aux dépens de la France ou de l'Autriche. L'étincelle qui embrase ce baril de poudre explose le 28 juin à Sarajevo, capitale de la Bosnie annexée par Vienne en 1908. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois et partisan d'une réforme fédérale qui pourrait apaiser les tensions ethniques, parade dans les rues avec son épouse Sophie. Un jeune nationaliste serbe de 19 ans, Gavrilo Princip, membre de la Main Noire, une société secrète soutenue par des éléments serbes, tire à bout portant. L'archiduc s'effondre, mortellement blessé. Sophie suit dans l'agonie. Cet assassinat, acte de terrorisme pour les uns, geste de libération pour les autres, déclenche une chaîne inexorable. Vienne, ulcérée, accuse la Serbie d'avoir armé le bras de Princip. Un ultimatum est envoyé, concessions humiliantes, enquête autrichienne sur le sol serbe. Belgrade, soutenu par Saint-Pétersbourg, accepte partiellement mais rejette l'essentiel. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre. Quelques heures plus tard, les obus pleuvent sur Belgrade, semant la mort parmi les civils. Le tsar Nicolas II, pieux et indécis, se sent obligé de défendre la Serbie, nation slave sœur. Il ordonne la mobilisation générale, un processus lent dans cet empire vaste et arriéré. Guillaume II, Kaiser belliqueux, qui a promis un chèque en blanc à Vienne, voit dans cette mobilisation une menace inévitable. Ses généraux, obsédés par la guerre sur deux fronts, pressent, frapper vite avant que la Russie ne soit prête. La mobilisation allemande suit, puis la déclaration de guerre à la Russie le 1er août, sachant que cela implique la France, alliée de la Russie par un traité de 1894, Berlin déclare la guerre à Paris le 3 août. Le plan Schlieffen, conçu par le général éponyme, entre en action. Une offensive éclair à travers la Belgique neutre pour envelopper les armées françaises, prendre Paris en 6 semaines, puis pivoter vers l'Est contre la Russie, dont la mobilisation prendra des mois. 6 millions d'hommes marchent au pas cadencé, chantant des hymnes patriotiques, convaincus que la guerre sera courte et victorieuse. L'Italie, prudente, reste neutre. Le traité de la Triple Alliance ne l'oblige pas à une guerre offensive. Les États-Unis, sous Woodrow Wilson, proclament leur neutralité. L'Amérique, isolationniste, n'a cure des querelles européennes. La Grande-Bretagne, liée à la France par l'entente cordiale de 1904, hésite d'abord. Mais l'invasion de la Belgique, dont Londres a garanti la neutralité par le traité de 1839, change tout. Un ultimatum est ignoré. Le 4 août, la guerre est déclarée. Une force expéditionnaire britannique, BEF, débarque en France, tandis que les Belges, héroïques, résistent à Liège, retardant les Allemands de jours précieux. Les troupes du Kaiser commettent des atrocités, massacres de civils, villages incendiés. La propagande alliée amplifie ces horreurs, retournant l'opinion neutre contre les Huns. La France, ignorant le détour par la Belgique, lance le plan 17, offensive en Lorraine. Mais à la bataille des frontières, du 14 au 25 août, les baïonnettes au canon se brisent sur les mitrailleuses allemandes. Pertes effroyables. Le BEF affronte les Allemands à Mons, mais submergé, rejoint les Français en retraite. Paris semble perdu. Pourtant, sur la Marne, du 5 au 12 septembre, une contre-attaque désespérée, avec des taxis parisiens transportant des renforts, repousse les envahisseurs. 1/4 million de victimes des deux côtés. La course à la mer s'ensuit, tentative de contournement mutuel vers le nord.
La première bataille d'Ypres en octobre-novembre voit les Alliés s'accrocher. Lourde perte, mais pas de percée. Les armées s'enterrent sur 560 km, de la mer Nord aux Suisses. La guerre de mouvement cède à la guerre des tranchées. Boue, rats, obus, mitrailleuses, un enfer statique. Sur les mers, la Royal Navy domine. À Heligoland, le 28 août, elle coule 3 croiseurs allemands. Avec 29 dreadnoughts contre 19, elle impose un blocus, asphyxiant l'économie allemande. Mais les U-boats émergent. Le HMS Pathfinder est la première victime d'une torpille sous-marine. À l'est, les Russes envahissent la Prusse orientale. À Tannenberg, fin août, Hindenburg et Ludendorff, interceptant des messages radio non chiffrés, annihilant une armée russe, 90 000 prisonniers. Au lac de Masuri, nouvelle débâcle, 300 000 victimes russes en 6 semaines. L'Autriche-Hongrie, elle, est humiliée. Défaite à Serre contre les Serbes, retraite en Galicie face aux Russes, siège de Przemyśl. Les Allemands interviennent près de Varsovie, combat Winter à Łódź sans vainqueur. Au-delà de l'Europe, la guerre globalise. En Afrique, von Lettow-von Borbeck, avec 3000 hommes, mène une guérilla dans l'Afrique orientale allemande, immobilisant 300 000 alliés. Le Togoland tombe, mais Cameroun et Namibie résistent. En Asie, le Japon, allié britannique, s'empare de Qingdao. Samoa et Nouvelle-Guinée aux Océaniens. Sur les océans, von Spee coule 2 croiseurs britanniques à Coronel, mais périra aux Malvines. Au Moyen-Orient, Basra tombe, sécurisant le pétrole perse. En Serbie, Belgrade est prise puis reprise. 200 000 victimes par camp. Raids allemands sur les côtes anglaises, Hartlepool bombardé, civils tués. En Champagne, offensive française, 90 000 morts pour rien. Noël 1914, trêve spontanée, football dans le No Man's Land. Janvier 1915, 1 million de morts déjà. Zeppelin bombarde l'Angleterre. À Doggerbank, victoire britannique navale. L'Allemagne déclare la guerre sous-marine autour des îles britanniques. À l'est, deuxième bataille des lacs de Masuri. 200 000 Russes perdus. Przemyśl tombe aux Russes. 100 000 prisonniers autrichiens. 2 millions de pertes pour Vienne. Aux Dardanelles, échec naval allié contre les Turcs. Neuve-Chapelle, Britanniques stoppés par barbelés. À Ypres, gaz chloré allemand, première guerre chimique. Gallipoli, débarquement Anzac bloqué par les Turcs. Génocide arménien commence. 1 million de morts. À l'est, percée germano-austrienne en Galicie. Lusanita torpillée. 1198 morts. Indignation américaine. Bataille d'Artois y Champagne, 130 000 pertes alliées. Fokker domine les cieux. Italie rejoint les Alliés, assaut sur l'Isonzo. Russes en retraite, Varsovie perdue, Tsar prend commandement. À Gallipoli, impasse. SS arabique coulé, Allemagne suspend les attaques sur paquebots. Offensives alliées à Luce, Artois, Champagne, énormes pertes. Salonique, nouveau front. Bulgarie avec les centraux, Serbie envahie, retraite serbe alpine dévastatrice. Kout assiégée, Gallipoli évacuée. 250 000 victimes par camp. 1915, année noire pour les Alliés. 1916. Usure industrialisée. Blocus affame l'Europe. Femmes aux usines. Monténégro conquis. Russes prennent Erzurum, Trébizonde. En Afrique, Tanganyika et Cameroun. Verdun. Falkenhayn saigne la France. 700 000 victimes totales. Conscription britannique. Casque d'acier. Portugal en guerre. Lac Naroche. Échec russe. Insurrection de Pâques à Dublin. Kout capitule. Saïx-Picot divise Moyen-Orient. Révolte arabe. Lawrence. Asiago, assaut autrichien. Jutland, bataille navale, flotte allemande recluse. Offensive Brusilov, 200 000 prisonniers centraux, mais pertes russes colossales. Kitchener noyé. Principe Umberto coulé. 1900 morts. Somme, 57 000 Britanniques jour 1. Chars à flair, 1 million victimes totales. Roumanie jointe, puis écrasée. Isonzo continue. Somme s'arrête, gain minime. François-Joseph meurt. Lloyd George, Premier ministre. Joffre remplacé par Nivelle. Wilson tente paix, échec. Guerre d'usure, qui craquera premier? Deuxième partie. L'agonie et la chute des empires,
1917-1918 et l'après-guerre. L'année 1917 s'ouvre sur un continent épuisé, où les tranchées, la faim et le deuil ont remplacé les parades enthousiastes de 1914. Les peuples qui avaient cru à une guerre courte et glorieuse découvrent une usure sans fin. L'Allemagne, strangulée par le blocus britannique, qui coupe le fer suédois, le nitrate chilien, le blé américain, voit ses enfants maigrir et ses usines ralentir. Berlin décide alors d'un pari audacieux et risqué. Le 1er février, la guerre sous-marine sans restriction reprend. Les U-boats, ces loups d'acier tapis sous les vagues, recevront l'ordre de torpiller sans sommation tout navire allié ou neutre entrant dans la zone de guerre autour des îles britanniques. L'amiral von Holzendorf promet « Avant que 6 mois ne soient écoulés, nous aurons mis l'Angleterre à genoux ». Le calcul semble froidement logique. La Grande-Bretagne importe 60% de ses céréales, 80% de son fourrage. Sans ses flux maritimes, la famine la forcera à capituler. Mais ce pari ignore l'Amérique. Dès le 3 février, le vapeur housatonique, battant pavillon étoilé, est envoyé par le fond. Le 24 février, les services secrets britanniques transmettent à Washington le télégramme Zimmermann. Arthur Zimmermann, ministre des Affaires étrangères allemand, propose au Mexique une alliance offensive contre les États-Unis. En cas de victoire, Mexico récupérerait le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona, perdus en 1848. L'indignation est immédiate. Le président Wilson, qui avait été réélu en 1916 sur le slogan « He kept us out of war », se résout. Le 2 avril, il demande au Congrès de déclarer la guerre. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent dans le conflit. Leurs ressources, acier, pétrole et hommes, seront décisives, mais il faudra des mois pour transformer des recrues en divisions combattantes et les transporter par convois à travers l'Atlantique, infestés de U-boats. En Russie, le front oriental craque sous le poids des catastrophes accumulées. Plus de 2 millions de soldats russes ont déjà péri. Les réserves s'épuisent, les trains n'arrivent plus, le pain manque à Pétrograd. Le 8 mars, 23 février julien, la Journée internationale des femmes dégénère en manifestations massives. Les grèves se généralisent. Le 12 mars, les régiments de la garnison se mutinent et fraternisent avec les ouvriers. Le tsar Nicolas II, revenu en hâte du quartier général de Mogiev, abdicte le 15 mars au profit de son frère Michel, qui refuse à son tour. Un gouvernement provisoire libéral s'installe, dominé par le socialiste modéré Kerensky. Il promet des réformes et jure de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire. Mais au front, les soldats, las de mourir pour des terres qu'ils ne possèdent pas, commencent à déserter par milliers. Les bolcheviks, menés par Lénine, revenu d'exil en avril dans le fameux wagon plombé fourni par les Allemands, exploitent ce désespoir. Sur le front occidental, les Alliés tentent une percée décisive. Le général Robert Nivelle, successeur de Joffre, promet la rupture. Le 16 avril, après 10 jours de bombardements titanesques, 1,2 million de poilus montent à l'assaut du chemin de Dams. Les mitrailleuses allemandes, intactes dans leur blockhaus détonné, fauchent les vagues successives. En 3 semaines, 187 000 Français tombent, sans gain notable. Le moral s'enfonce. Des régiments refusent de remonter en ligne. Des chants révolutionnaires retentissent dans les cantonnements. Les mutineries touchent 68 divisions. Pétain, le vainqueur de Verdun, prend le commandement le 15 mai. Il suspend les offensives massives, améliore le ravitaillement, accorde des permissions, punit avec mesure les meneurs les plus compromis. L'armée se stabilise, mais reste fragile. À l'est, l'offensive Kerensky, lancée le 1er juillet, commence bien. Percée locale, enthousiasme passager. Mais la contre-attaque austro-allemande brise tout. Les Russes fuient en désordre. Les bolcheviks appellent à la paix immédiate. En octobre, novembre-julien, la révolution d'octobre porte Lénine et Trotsky au pouvoir. Le 7 novembre, le palais d'hiver tombe. Le nouveau régime ordonne l'arrêt des combats. Un armistice est signé le 15 décembre. À Brest-Litovsk, le 3 mars 1918, la Russie cède l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes, la Finlande, territoires immenses, peuples, ressources. Un demi-million de soldats allemands libérés peuvent être transférés à l'ouest. Sur le front italien, la 12e bataille de l'Isonzo, dite de Caporetto, 24 octobre-9 novembre, voit une percée dévastatrice. Troupes austro-allemandes, utilisant les Sturmtrupp, avancent de 110 km,
font 250 000 prisonniers italiens et 300 000 fuyards. Venise est menacée. Des divisions françaises et britanniques affluent pour tenir le Piave. À Passchendaele, 3e Ypres, juillet-novembre, les Britanniques s'enlivrent dans une boue infernale sous des pluies diluviennes. 240 000 pertes alliées, 200 000 allemandes, pour quelques crêtes sans valeur stratégique. À Cambrai, le 20 novembre, 476 chars britanniques percent enfin sur 10 km, mais les renforts allemands reprennent le terrain perdu. Au Moyen-Orient, les Britanniques reprennent l'initiative. Bagdad est occupé le 11 mars. Lawrence d'Arabie, avec les tribus bédouines, s'empare d'Aqaba en juillet. La déclaration Balfour, le 2 novembre, promet un foyer national juif en Palestine, semant les graines d'un conflit durable. Le général Allenby entre à Jérusalem le 9 décembre, mettant fin à 4 siècles de souveraineté ottomane sur la ville sainte. 1918, l'année du jugement dernier. L'Allemagne sait qu'elle ne peut gagner une guerre d'usure contre les ressources alliées renforcées par l'Amérique. Ludendorff prépare l'opération Michael, offensive massive du 21 mars. Après 5 heures de bombardement de 6000 canons, les Sturmtrupp percent les lignes britanniques de la 5e armée. Avance de 60 km en quelques jours, Amiens menacé, les armées alliées presque coupées en deux. Mais l'élan s'effloufle, ravitaillement à la traîne, fatigue extrême, résistance croissante. Les offensives suivantes, Lys, avril, Aisne, mai, Marne, juillet, gagnent du terrain, mais coûtent des centaines de milliers d'hommes. Le 26 mars, Ferdinand Foch devient commandant suprême des forces alliées. Les Américains affluent, 1 million d'hommes en France à l'été, 10 000 débarquements quotidiens. À Bellewood, juin, les marines américains stoppent net une avancée allemande. La seconde bataille de la Marne, 15-18 juillet, marque le tournant. Contre-attaque française victorieuse, première grande victoire alliée depuis la Marne de 1914. Le 8 août, bataille d'Amiens. Britanniques, Australiens, Canadiens, Français, 600 tanks, 2000 avions. Avance de 11 km en un jour. Ludendorff parle du « jour noir de l'armée allemande ». Les prisonniers allemands affluent par milliers. Le moral s'enfonce. C'est le début des 100 jours. Offensive interrompue. La ligne Hindenburg, ultime rempart fortifié, est percée fin septembre. Dans les Balkans, l'offensive franco-serbe de Dobropollet, 14-18 septembre, brise les Bulgares. Sofia signe l'armistice le 30 septembre. Au Levant, Megiddo, 19-25 septembre, anéantit l'armée ottomane de Liman Vandersons. 25 000 prisonniers. Damas et Alep tombent. L'Empire ottoman compte à Nice à Modrus le 30 octobre. Vittorio Veneto, 24 octobre, 3 novembre, disloque Anstorich. 300 000 prisonniers, l'Empire se dissout en nations indépendantes. En Allemagne, la révolution éclate. Le 29 octobre, la flotte de haute mer reçoit l'ordre suicidaire d'affronter la Royal Navy. Les marins se mutinent qu'à Kiel. Le mouvement gagne Berlin. Le 9 novembre, Guillaume II abdique. Philippe Scheidemann proclame la République depuis le Reichstag. Le 11 novembre, à 5 heures du matin, dans le wagon-restaurant de Foch à Rotonde, une délégation allemande signe l'armistice. Il entre en vigueur à 11 heures. Le dernier mort officiel, l'Américain Henry Gunther, tombe à 10h59 en chargeant une mitrailleuse allemande. La conférence de Paris s'ouvre en janvier. Le traité de Versailles, signé le 28 juin dans la Galerie des Glaces, impose à l'Allemagne des conditions draconiennes. Armée limitée à 100 000 hommes, démilitarisation de la Rhénanie pour 15 ans, perte de l'Alsace-Lorraine, de Postnanie, du corridor de Danzig, colonies redistribuées, réparation de 132 milliards de marques or, clause infamante de culpabilité de guerre. La Société des Nations naît, mais les États-Unis, refusant la ratification, s'en retirent. L'Anstorich-Hongarie, l'Empire ottoman, la Russie tsariste ont disparu. Pologne ressuscitée après 126 ans de partage. Tchécoslovaquie, Yougoslavie, États baltes, Finlande émergent.